à tous. Déjà, je remercie l'AFA Crohn de RCH de m'avoir invité à présenter notre étude, donc Nutrinet Santé, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et dont vous êtes peut-être déjà participant. En tout cas, je vais vous présenter en quoi cette étude est vraiment une plateforme, se veut être une plateforme pour la recherche en nutrition et santé. Donc déjà, pour présenter un peu l'alimentation, ça a déjà été un peu évoqué tout à l'heure. Dire que l'alimentation, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe et ça ne se résume pas uniquement à la composition en nutriments qu'on peut avoir dans nos aliments. Donc déjà, d'un point de vue quantitatif, ça représente un volume très important d'aliments et de boissons qu'on va consommer au cours d'une vie. Et tout ça va constituer des sources d'exposition pour l'organisme et les différents organes. Donc je disais, les aliments, ça contient évidemment des nutriments, mais ça contient aussi d'autres constituants végétaux. On peut penser aux polyphénols, on peut penser aux fibres. Ça contient, quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'alcool. Et on ajoute un niveau de complexité en parlant de transformation des aliments, de formulation des aliments. Est-ce qu'ils contiennent des additifs, surtout dans nos populations modernes ? Et enfin, les contaminants qui peuvent être contenus dans ces aliments, donc soit les contaminants qui vont être issus des procédés de production, donc par exemple les résidus de pesticides ou d'antibiotiques, des contaminants qui peuvent être liés aux emballages, avec la migration de certains composés depuis les emballages, soit les emballages au moment du stockage, mais aussi les ustensiles de cuisson, ou encore des contaminants qui peuvent intervenir au moment de la transformation. Donc par exemple ici, vous avez l'exemple des frites avec des frites plus ou moins brunes qui contiennent plus ou moins d'acrylamide. En plus de ça, on ne consomme pas un aliment isolé, on consomme des aliments au sein d'un régime alimentaire, donc tout ça va induire beaucoup d'interactions. Et donc c'est pour ça que l'alimentation est vraiment un champ très, très complexe à explorer. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'alimentation ? On sait maintenant que l'alimentation déséquilibrée, c'est une cause majeure de décès prématurés, avec des estimations autour de 8 millions de décès attribuables en 2019 dans le monde. Et l'alimentation déséquilibrée, c'est du coup la cause numéro 2 chez les femmes et numéro 3 chez les hommes de mortalité. Avec notamment pas assez de fruits, de légumes secs, de céréales complètes, de noix, de graines, de lait, de fibres, de calcium, d'acides gras polyinsaturés ou d'oméga 3. En particulier les oméga 3, pardon. Et à l'inverse, trop de charcuterie, de viande rouge, de boissons sucrées ou de sodium ou d'acides gras trans. En parallèle de cet impact sur la santé, on n'oublie pas que l'alimentation a également un impact majeur sur l'environnement. On estime aujourd'hui qu'un quart de l'empreinte carbone des Français est liée à l'alimentation. La bonne nouvelle, c'est que l'alimentation, ça reste un facteur de risque qui est modifiable, donc sur lequel il est possible d'agir au niveau individuel et collectif pour améliorer la prévention des maladies chroniques et l'impact environnemental de l'alimentation. On a des liens aujourd'hui qui sont quand même bien établis, qui sont issus de nombreuses études sur les liens entre nutrition et différentes pathologies, et qui sont retranscrits dans les recommandations actuelles de santé publique pour la nutrition en France. Donc là, vous avez les recommandations du dernier Programme national nutrition santé, qui recommande globalement d'augmenter la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, de fruits à coque, de plutôt privilégier le fait maison, à l'inverse des aliments ultra transformés, on va y revenir, de privilégier également les aliments complets, de consommer des poissons gras en alternance avec les poissons maigres, de plutôt privilégier les huiles végétales plutôt que les graisses animales, privilégier le bio quand cela est possible, et en parallèle donc de réduire l'alcool, les produits sucrés, les produits salés, la charcuterie, la viande rouge et les produits avec un Nutri-Score D ou E, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, avec l'activité physique et la sédentarité également. Derrière une recommandation de santé publique, en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une démarche d'expertise collective qui est en perpétuelle actualisation. Donc tout en bas de cet iceberg, vous avez les articles qui sont publiés par différentes équipes scientifiques, des articles de différents types. On va avoir des articles, des études qui vont plutôt être conduites au niveau cellulaire ou chez l'animal, des études qui vont plutôt être conduites au niveau populationnel, observation, c'est ce que nous on fait dans l'étude Nutrinet, et des études d'intervention dans lesquelles on va vraiment
intervenir sur la consommation et essayer de voir est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui reçoivent le produit consommé ou ne le reçoivent pas. Suite à ces différents articles, donc on a vraiment besoin de ces articles de différents types, avec différentes méthodologies. On peut faire ensuite une revue systématique de tout ce qui existe au niveau de la littérature, puis ensuite on va avoir une évaluation de cette littérature pour savoir est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour établir une recommandation ou non, ou est-ce qu'il y a besoin au contraire de plus de recherche et de continuer à en savoir plus sur le sujet. On sait des choses. Il y a pour autant énormément de questions qui restent à élucider. On a des relations établies, mais pour lesquelles on manque d'informations plus précises, notamment sur les doses, les durées ou les fenêtres d'exposition. On a des associations qui sont suggérées, mais pour lesquelles on a un niveau de preuve qui reste encore limité. Des expositions qui sont peu ou pas étudiées et en parallèle des expositions émergentes liées au mode de vie moderne. Des pathologies qui sont peu ou pas étudiées en lien avec la nutrition, des notions d'impact de l'alimentation à la fois en prévention primaire avant la maladie, secondaire pendant la maladie, pendant les traitements et tertiaire en éviter la récurrence de la maladie, et des mécanismes sous-jacents à élucider, en particulier le rôle de plus en plus important que prend le microbiote intestinal. Donc ça, c'est tous les objectifs de notre équipe de recherche, qui est donc l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, qui vise donc à étudier tous ces liens entre les expositions alimentaires et l'activité physique avec la santé, les déterminants des comportements nutritionnels et également les mécanismes physiopathologiques impliqués, dans le but de vraiment contribuer à développer des outils et des politiques de santé publique. Donc c'est juste pour mentionner notre équipe d'environ 100 personnes. Et nous, on est une équipe mixte entre INSERM, INRAE, le Conservatoire national des arts et métiers et l'Université Sorbonne Paris-Nord. On est situé donc sur le campus de l'Université Sorbonne Paris-Nord à Bobigny. Donc l'étude Nutrinet Santé. Cette étude, elle a été lancée en 2009. C'est une web cohorte, donc c'est une cohorte entièrement basée sur Internet. Et c'était la première de cette ampleur au niveau international à l'époque, qui a été mise en place donc, par le professeur Serge Herzberg. Et depuis, Mathilde Touvier a pris le relais. Cette cohorte, elle vise à étudier les associations entre nutrition et santé et les déterminants des comportements nutritionnels. Le recrutement est ouvert à partir de 18 ans au départ et maintenant à partir de 15 ans. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 179 000 participants qui sont inclus dans cette étude et le recrutement est toujours ouvert, donc on peut toujours inclure de nouveaux participants. Comment fonctionne cette étude? On va avoir des questionnaires à l'inclusion qui vont être ensuite répétés tous les ans, qui constituent un kit de base qui vise à renseigner des informations sur les caractéristiques sociodémographiques et de mode de vie, les caractéristiques anthropométriques, le poids, la taille, l'évolution du poids, la prise de... est-ce que les personnes poursuivent des régimes alimentaires particuliers, leur auto-perception corporelle, l'activité physique, la santé, avec d'une part les pathologies et d'autre part aussi la prise de médicaments, et évidemment l'alimentation qui est vraiment la caractéristique majeure de cette étude. Donc pour l'alimentation, on a à notre disposition une estimation très précise des expositions alimentaires, notamment grâce à une méthodologie qui sont les enregistrements alimentaires de 24 heures qui sont répétés tous les 6 mois, adossés à une table de composition qui est mise à jour en continu avec de nouveaux composés en fonction des questions de recherche d'intérêt. En particulier, ces enregistrements alimentaires de 24 heures, ils nous permettent de différencier si l'aliment consommé est issu d'un produit industriel ou non, est-ce qu'il a été fait maison, et si c'est un produit industriel, on peut avoir accès au nom et à la marque du produit qui a été consommé, ce qui est très utile pour étudier un certain nombre de thématiques, notamment les additifs, et j'y reviendrai. On a également maintenant un module qui permet de préciser si l'aliment consommé était issu de l'agriculture biologique ou non, et aussi est-ce que combien de sel a été ajouté dans l'alimentation. Donc à quoi ça ressemble concrètement? On a concrètement l'enregistrement alimentaire de 24 heures, c'est pour chaque journée, on doit déclarer l'ensemble des aliments qui ont été consommés, donc par période de 24 heures, donc soit au cours des 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner, soit au cours de différentes prises alimentaires au cours de la journée. Donc on remplit le nom de l'aliment qui nous intéresse, et une fois qu'on a rempli cet aliment, on nous demande est-ce que cet aliment est issu du commerce ou est-ce qu'il a été préparé par un traiteur, restaurateur, ou est-ce que ça a été préparé à la maison. Et si c'est du commerce, on nous demande donc la marque du produit.
Une innovation a été faite depuis quelques années où maintenant on peut directement scanner le code barre du produit qui a été consommé si c'est un produit industriel, ce qui permet d'être lié directement à une base de données qui s'appelle Open Food Facts, qui recense l'ensemble des produits alimentaires sur le marché en France et qui permet d'avoir accès à tout un tas d'informations et notamment la liste des ingrédients et des additifs qui sont présents dans ces produits. Une fois qu'on a rempli ces différents éléments, on peut donc indiquer la taille de portion qui a été consommée. Donc là, vous voyez 3 photos de portionnaires et on peut estimer donc à partir de ces photos ou des portions intermédiaires laquelle correspond le plus à celle qu'on a consommée. Pourquoi c'est important d'avoir les marques des produits ? Parce que dans le commerce, on a notamment cette problématique des additifs alimentaires dans les produits, et la composition en additifs est vraiment très différente d'un produit à un autre. Donc si on dit qu'on a consommé un produit industriel de tel type, si on ne connaît pas la marque, en fait, on ne peut pas savoir avec précision quels additifs ont été consommés. Or là, une des forces de l'étude Nutrinet, c'est d'avoir collecté ces marques depuis le début et qui permet donc de pouvoir faire cette distinction et d'évaluer avec plus de précision cet apport en additifs. Adossé à ces compléments, une fois qu'on a déclaré la liste des aliments qu'on a consommés, on a donc une base de composition des aliments qui permet d'extraire la composition en nutriments notamment. Et cette base de composition, elle est mise à jour en permanence avec une équipe de diététiciens chez nous qui a permis notamment de définir le contenu en FODMAPs, qui a permis de faire le détail des fibres alimentaires au-delà de fibres solubles et insolubles, le contenu en additifs, également le contenu en contaminants avec différents pesticides. Et aujourd'hui, on a également un projet en cours sur les contaminants issus des emballages. Également, on a une classification entre aliments fermentés ou non qui a été effectuée. Au-delà de ces questionnaires de base, on a également de nombreux questionnaires complémentaires qui sont relativement à la carte, puisque l'outil Internet permet d'ajouter des questionnaires un petit peu à la carte pour étudier différents sujets de recherche qui sont liés aux objectifs de la cohorte. Et donc, on a notamment des questionnaires qui portent sur la consommation de compléments alimentaires, sur la fréquence de consommation des aliments bio, sur les substituts végétaux, les emballages des aliments, les modes de cuisson, les expositions domestiques et professionnelles, ou encore certaines sphères de santé qui sont moins bien pour mieux caractériser certaines pathologies, donc notamment la santé respiratoire ou encore la santé digestive avec les questionnaires de Rome, notamment pour tout ce qui va être syndrome de l'intestin irritable. La liste des questionnaires, elle est disponible sur le site qu'on appelle institutionnel de la cohorte. Donc si vous êtes intéressé, tous les questionnaires qui ont été posés dans l'étude sont présents sur ce site. Pour les événements de santé, donc une fois qu'on a l'alimentation qui est caractérisée, on souhaite la mettre en lien avec la santé. Donc on a les événements de santé qui sont déclarés par les participants chaque année, tous les 6 mois, au cours de leur questionnaire, et à tout moment sur une plateforme dédiée où ils peuvent aller déclarer leur pathologie au fil de l'eau. Une fois qu'on a ces pathologies, donc là vous avez un exemple en fait de toutes les listes, il y a vraiment une liste très importante de pathologies qui sont présentes dans ce questionnaire santé, donc on coche, on met la date de diagnostic, etc. Quand il s'agit d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire, il y a une investigation qui est faite en routine dans laquelle on va recontacter les participants pour qu'ils nous fournissent leurs dossiers médicaux pour pouvoir valider les cas déclarés, pour être sûr que le cas qui a été déclaré correspond bien à un cas réel avec toutes les informations liées au diagnostic. Sur la sphère intestinale, on a donc des informations qui sont collectées, donc là c'est plutôt la partie de droite, mais pour l'instant en fait on a juste les déclarations des participants, mais le travail de validation n'a pas encore été effectué. Et quand on s'intéresse au MICI, on a environ donc 1000 cas prévalents, on a 1000 personnes qui nous ont déclaré avoir soit une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique au moment de leur entrée dans la cohorte, et environ 400 cas depuis l'inclusion, mais on a besoin de valider ces cas on a un fort potentiel, mais ces cas ne sont pas encore validés, donc on ne peut pas les utiliser dans des analyses de manière suffisamment fiable. Adossé à cette étude, on a mis en place une biobanque avec des prélèvements de sang et d'urine pour environ 20 000 personnes entre 2011 et 2014, qui nous permettent d'étudier des biomarqueurs, par exemple, d'inflammation. On a du sang sur buvard qui a été collecté pour environ 25 000 personnes au cours de la période Covid. Et on est en train de collecter des selles pour 10 000 personnes dans le cadre du protocole NutriGut.
Au-delà de cette biobanque, on a mis en place depuis plus récemment des cohortes de patients donc que je vais présenter, sur lesquels je vais revenir. Donc le protocole NutriGut, c'est du coup l'objectif de collecter le microbiote auprès des participants de la cohorte, et donc ça a été mis en place depuis l'année dernière en collaboration avec l'équipe de Benoît Chassin. Et donc là, on a une première phase qui a été démarrée donc en décembre 2023 et qui est maintenant terminée pour 5000 participants, et on a une deuxième phase de 5000 participants qui va démarrer au cours de l'année. Donc l'objectif, c'est d'étudier les liens entre la nutrition, le microbiote intestinal et la santé, avec le microbiote intestinal comme vraiment facteur au cœur de cette relation. Je vous parlais des cohortes de patients, puisque comme Nutrinet Santé est une large cohorte, on a de nombreuses personnes qui ont développé des pathologies, et donc sur lesquelles on peut étudier un certain nombre d'éléments. Donc d'une part, on peut par exemple mieux comprendre l'évolution des comportements nutritionnels après un diagnostic de pathologie. On peut étudier l'impact de la nutrition sur l'évolution de la pathologie, le risque de récidive, et on peut également se poser des questions sur les connaissances et les sources d'information des patients vis-à-vis de la nutrition. Donc on a deux modes en fait d'étude de ces cohortes de patients. Soit on a des cohortes de patients avec un recrutement hospitalier qui vont ensuite être inclus dans l'étude Nutrinet pour être suivis. Donc là, on a vraiment ce lien entre la clinique d'une part qui va nous permettre d'avoir de nombreuses caractéristiques cliniques des pathologies très précises, et ensuite la caractérisation d'autre part, notamment nutritionnelle de Nutrinet. Et d'autre part, on peut avoir aussi les participants, donc comme je vous le disais, qui sont déjà inscrits à l'étude Nutrinet et qui ont déclaré à l'inclusion au cours du suivi cette pathologie, et donc à qui on peut proposer des questionnaires spécifiques. Enfin, on a donc une expansion internationale de l'étude avec un volet belge qui a déjà été mis en place. Et on a des cohortes sœurs au Québec et au Brésil qui utilisent la même méthodologie, et donc avec qui on pourra à terme faire des collaborations pour essayer de reproduire les résultats. Donc pour évoquer vraiment très rapidement quelques thématiques de recherche. Donc là, la première en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc sur le microbiote et autour de la santé intestinale, on a des travaux, donc ça a déjà été évoqué dans les présentations précédentes, on a des travaux qui ont été faits de manière un peu préliminaire sur le sujet du syndrome de l'intestin irritable et sur les MICI, donc il y a quelques années. Avec notamment sur les MICI, donc c'est les deux dernières références, où on avait eu un travail de validation qui avait été effectué en 2016, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, sur lequel on avait réussi à valider 75 cas de MICI incidents, c'est-à-dire que les personnes n'avaient pas de MICI au départ de la cohorte et ils l'ont développé entre-temps, ce qui nous permet de vraiment pouvoir établir le lien entre la nutrition au déparrage de la cohorte et ensuite le développement de MICI dans le temps. Et on a des associations, par exemple, quelques signaux qui ont pu être détectés sur des régimes alimentaires plutôt occidentaux ou à base d'aliments ultra transformés, plutôt en augmentation de risque de développer ces MICI, mais qui n'étaient pas significatifs une fois qu'on prend en compte d'autres facteurs. Donc prudence sur ces résultats, on a aussi un nombre de cas qui est vraiment limité. Et cette association donc, a déjà été évoquée sur les apports en zinc et l'incidence de maladie de Crohn, mais encore une fois avec un effectif qui reste limité. Donc là, ça mériterait vraiment de pouvoir refaire des analyses plus poussées avec un nombre de cas plus important. Des premiers travaux qu'on a également conduits dans l'équipe, donc là, c'est pas dans la cohorte Nutrinet cette fois-ci, c'est dans la cohorte milieu intérieur qui est coordonnée par l'Institut Pasteur, dans laquelle on a pu mettre en lien les habitudes alimentaires des participants avec la composition de leur microbiote intestinal, et où on montrait que globalement, des aliments qui sont généralement considérés comme sains, comme les fruits, le poisson, étaient associés positivement à la diversité du microbiote, et à l'inverse, les produits dont la consommation devrait être limitée, les produits frits, les sodas, les boissons sucrées, les charcuteries, c'était plutôt associé négativement à cette diversité du microbiote. Donc les perspectives dans Nutrinet, évidemment, cette étude était basée sur un questionnaire alimentaire assez simple. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'exploiter la puissance des données alimentaires de Nutrinet pour les mettre en lien avec cette composition du microbiote intestinal et avec la santé des participants. Et donc, on a plusieurs projets en cours. Donc un gros projet qui porte sur les additifs alimentaires
pour lesquels on va pouvoir faire le lien avec la composition du microbiote, d'autres projets qui vont plutôt porter sur le diabète, et un projet qu'on a récemment obtenu, notamment dans le cas du PEPR SAMS, dans lequel on va vraiment étudier donc, les additifs émulsifiants en lien avec le microbiote intestinal et l'inflammation chronique, et notamment les MICI, avec notamment une collaboration avec l'IHU Infini pour le recrutement de patients MICI. Quelques résultats un peu emblématiques des dernières années sur la cohorte Nutrinet, c'est tout d'abord les aliments ultra transformés. Donc on a évoqué les aliments ultra transformés en lien avec les MICI, mais on a fait ce lien avec donc tout un tas de pathologies, donc, notamment cancer, pour lesquels la cohorte Nutrinet était la première à avoir effectué ce lien au niveau international. Et depuis, il y a vraiment une accumulation d'études scientifiques, et ça a déjà permis de modifier les recommandations dans différents pays suite à des auditions par l'Assemblée nationale notamment. Ce lien entre aliments ultra-transformés et santé, on ne le comprend pas encore complètement bien. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être impliqués, notamment une qualité nutritionnelle plus faible, une modification de la matrice, la présence de ces additifs. Et donc c'est vraiment ce point-là qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. Et en impact, on a donc les modifications du microbiote qui sont vraiment le sujet aussi qui va nous intéresser sur les prochaines années. En parallèle, donc le projet, vous disiez, on a un gros projet sur les additifs alimentaires à l'heure actuelle, pour lesquels on a déjà obtenu un certain nombre de résultats sur les pathologies chroniques majeures qu'on étudie en routine dans l'équipe, donc le cancer, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, et pour lesquels on a déjà observé un certain nombre d'augmentations de risque avec les nitrites et les nitrates, les édulcorants artificiels ou encore les émulsifiants. Et on a d'autres additifs, et le profil de multi-exposition aux additifs qui sont également en cours d'étude. Avec des résultats, évidemment, c'est important quand on parle d'études d'observation. Je reviens à mon iceberg de tout à l'heure. C'est important quand on est dans le cas d'études d'observation de toujours assurer la cohérence, de savoir est-ce qu'il y a une cohérence avec des données expérimentales ou d'autres études. Et dans le cas, on retrouve la cohérence de ces résultats avec les données expérimentales. Enfin, le Nutri-Score, donc, qui a déjà été évoqué aussi brièvement tout à l'heure, qui est vraiment un outil qui est issu des travaux de notre équipe et du professeur Herzberg au départ, qui est donc basé sur un profil nutritionnel qui a été développé initialement au Royaume-Uni et qui a été adapté récemment en 2024. Et donc ce profil nutritionnel, on le disait tout à l'heure, c'est basé sur une soustraction entre deux composantes. Il y a une composante plutôt négative et une composante plutôt positive, et ça permet d'obtenir un score global pour l'aliment. L'intérêt du Nutri-Score, c'est pas de savoir si un aliment est bon ou mauvais pour la santé en soi, de manière absolue. C'est de comparer les aliments entre eux. Donc soit on compare des aliments de différentes catégories qui sont consommés généralement au même moment. Donc sur la première ligne, vous avez l'exemple du petit déjeuner. Est-ce que je choisis de consommer plutôt du pain de mie complet qui va être noté Nutri-Score A tout à gauche, ou est-ce que je consomme plutôt un pain au chocolat qui va être noté Nutri-Score E? Et ça permet aussi de comparer des aliments d'une même catégorie. Donc, par exemple, les céréales du petit déjeuner, est-ce que je prends plutôt un muesli sans sucre classé A ou des pépites de chocolat classé E? Ça permet en aucun cas de comparer, par exemple, de l'huile d'olive avec du soda, ce qui est quelque chose qui est souvent mis comme exemple. Donc, il y a plus de 10 années de recherche sur ce Nutri-Score, et la cohorte Nutrinet a beaucoup contribué à ces travaux, et avec notamment différents types de travaux, des travaux qui ont permis de valider le score nutritionnel, l'algorithme en lui-même, des travaux qui ont permis de valider le format, est-ce que le format avec ses 5 couleurs et ses 5 lettres est mieux compris que d'autres types de formats disponibles à l'heure actuelle, et également d'évoquer des perspectives d'évolution de ce Nutri-Score, avec pourquoi pas l'ajout d'un bandeau noir pour signaler si le produit est ultra transformé ou non. Avec donc à la fois des études d'observation classiques, mais aussi des études de supermarchés virtuels ou encore des essais randomisés mis en place à l'intérieur même de la cohorte, et le tout 100% en ligne. Donc, je termine cette présentation en vous invitant à devenir Nutrinaute si ce n'est pas déjà le cas, et pour nous aider à contribuer à cette recherche sur les liens entre nutrition et santé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mélanie. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Elle est la question. Merci beaucoup pour ce grand travail de récolte de données. Ma question est la première, en fait, c'est est-ce que le French Gut et le NutriGut, c'est pareil?
Alors non, c'est pas pareil. Donc French Gut est une étude qui est indépendante, qui a été construite, qui a été lancée il y a 2 ans maintenant, qui est vraiment construite pour étudier cartographier le microbiote de la population française, et qui vise plus à étudier. Bon, disons que French Gut, la porte d'entrée, c'est vraiment le microbiote, alors que nous, NutriGut, c'est le volet microbiote finalement de la cohorte Nutrinet. Donc la cohorte Nutrinet est déjà là depuis 2009, et on cherche justement à mettre en lien la richesse des données alimentaires qu'on a collectées avec la composition du microbiote intestinal. Ok. Et ma deuxième question, en fait, c'est est-ce que les analyses sont disponibles en fait pour d'autres recherches ou pour être sollicitées par des professionnels qui font des recherches sur les mêmes thèmes? Est-ce que les données sont disponibles? Oui. Oui, en fait, les données, on peut soumettre, il y a un formulaire de collaboration qui est disponible sur le site, notamment le site institutionnel que je vous montrais tout à l'heure. Donc, il faut juste taper Nutrinet Info dans la barre de recherche et vous allez le trouver assez facilement. On a un formulaire de collaboration dans lesquels et après examen en interne pour savoir si ça correspond bien à nos contraintes, notamment d'un point de vue financement, on peut ensuite donner accès aux données. Il y a de nombreuses collaborations maintenant qui sont faites. La seule contrainte, c'est qu'on demande que les analyses soient faites sur place au sein de notre équipe. On n'envoie pas les données à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'avec la base de données en fait, que vous avez, ça donne vraiment envie de mutualiser les données, mais on l'a déjà fait, n'est-ce pas, Jean-Pierre Hugo, avec l'étude Mikinote notamment. Attends, je te donne le micro. Merci Anne. Ce n'est pas l'étude Mikinote, mais c'est l'étude à laquelle vous avez fait référence avec Pauline Vasseur sur les deux travaux, où effectivement on était venu comme sollicitant une collaboration avec Nutrinet Santé. Ça s'est très bien passé puisqu'on a abouti à 2 publications. L'analyse se fait quand même in situ dans Nutrinet. C'est une collaboration entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vient avec nous. Nous, notre part de médecins, ça a été de valider les cas essentiellement. Mais c'est une collaboration, ce n'est pas du tout un partage de données. On n'envoie pas les données à l'extérieur. Par contre, il y a ce qui se comprend, hein, c'est pas une critique. Non, mais c'est juste pour expliquer comment ça se passe. Ouais. C'est juste pour préciser qu'effectivement, on n'envoie pas les données à l'extérieur. Par contre, il y a tout à fait des chercheurs extérieurs avec leurs propres étudiants, leurs propres postdoctorants, qui sont envoyés au sein de notre équipe et qui ensuite sont encadrés par des personnes de notre équipe pour être sûr que les données sont exploitées correctement, mais qui font complètement leur propre projet de recherche. Il y a aussi donc c'est vraiment c'est juste que l'accès aux données, en effet, est sur place au sein de nos locaux. Et Anne me rappelle qu'effectivement, l'étude qu'on a en cours, qui s'appelle Mikinote, qui est une étude prospective pour savoir quels sont les facteurs alimentaires qui jouent sur la rechute de la maladie, effectivement, on a travaillé avec le questionnaire Nutrinet, et c'est Emmanuel Kess fait partie du conseil scientifique pour nous aider à réfléchir sur la nutrition. Merci Anne, je ne l'avais pas dit. Bonjour, merci. Je me demandais d'un côté pratique, comment est-ce que vous vous assurez, parce que quand même enregistrer tous les jours ce qu'on mange, c'est quand même une tâche assez contraignante, on va dire. Comment est-ce que vous assurez d'avoir un suivi par les patients, pas les patients pour le coup, mais les personnes qui sont dans l'étude, qui soient conservées? Et est-ce que vous avez un suivi qui est, je sais pas, on va dire à hauteur de 80%, 50% de suivi avec les patients? Voilà mes 2 questions. Donc déjà, les personnes ne doivent pas remplir tous les jours leurs enquêtes alimentaires, je vous rassure tout de suite. Ça fonctionne par des 3 jours d'enquête, en fait, tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, on est invité à remplir 3 jours d'enquête alimentaire, 2 jours de semaine, 1 jour de week-end qui sont tirés aléatoirement. Et donc ces 3 jours doivent être complétés. Tout le monde ne remplit pas 6 enregistrements alimentaires de 24 heures par an, c'est clair. Par contre, il y en a effectivement, à l'heure actuelle, il y a maintenant Nutrinet, on est sur 15 ans de suivi. On a des personnes pour qui on a plus de 60 enregistrements alimentaires de 24 heures. Et donc, en fonction des études qui nous intéressent, quand on fait des études, par exemple, sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc., on veut avoir des associations prospectives. Donc, on cherche avant tout à savoir l'alimentation habituelle avant l'apparition de la maladie. Donc on va faire une moyenne sur les 2 premières années, et là on a plus de 100 000 personnes qui ont plus de 3 enquêtes sur ces 2 premières années, qu'on met ensuite en lien avec l'apparition de la maladie. Et après, en fonction des thématiques qui nous intéressent, on peut cibler des populations qui ont plus ou moins rempli leur questionnaire alimentaire. Et on est en cours justement pour favoriser
Donc après le suivi, il y a aussi le suivi santé qui est vraiment aussi très important. Et donc là, il suffit de répondre à un questionnaire relativement simple une fois dans l'année et on est content, entre guillemets, d'avoir ces données de disponibles, du moment que les personnes se connectent régulièrement. Et pour l'outil alimentaire, on est en train d'essayer de justement mettre à jour cet outil avec des méthodologies innovantes de type notes vocales, photos, etc. pour essayer de faciliter au maximum le remplissage de ces questionnaire alimentaire. Je vous pose juste un commentaire. Enfin, c'est magnifique, hein, cette cohorte Nutrinet, et puis le travail de Serge Herberg depuis des années là c'est fondamental. Et on est au ministère de la Santé, donc c'est aussi important parce que on voit bien que c'est les politiques qui décident d'un certain nombre de choses. Il n'y a qu'à voir la version actualisée du Nutri-Score qu'on n'arrive pas à avoir en France alors qu'elle a déjà été acceptée dans d'autres pays. Donc ça, c'est des combats qu'il faut porter au-delà de la recherche clinique. Je reviens sur la recherche clinique. Les maladies chroniques, donc il y a beaucoup de patients de sujets dans la cohorte qui deviennent malades dans la cohorte. Et donc, ce qui nous intéresse et ce qui impacte notre pratique quotidienne, et c'est la question que nous posent les malades, c'est en quoi est-ce que le diagnostic de la maladie, ou alors un événement très aigu comme une chirurgie dans le Crohn ou un infarctus chez un patient qui a un syndrome de dyspnée métabolique, ça va changer les habitudes alimentaires. Déjà spontanément, parce que nous, à ce moment-là, on en parle, mais déjà, vous avez des données là-dessus, peut-être pas dans les MICI ou dans d'autres pathologies? Alors, le problème par rapport à la méthodologie globale de Nutrinet, le problème d'événements très aigus et de ce qui se passe immédiatement derrière, si ce n'est pas maintenu sur un long terme, on va avoir du mal à le capter puisqu'on a cette méthodologie de tous les 6 mois à date un peu fixe de ces questionnaires. Donc, vraiment, s'il y a une chirurgie qui tombe au milieu, puis qu'après, donc il y a une perturbation, puis ensuite ça se régularise, je ne suis pas sûre que vraiment on soit l'outil adapté pour le meilleur outil pour faire ça. On a un bon outil, mais pas pour tout faire. Après, par contre, on peut avoir des données. Oui. Oui, mais ça, du coup, ça fait partie des choses. Par contre, ça peut faire partie des choses, effectivement. Sur des modifications de comportement alimentaire sur le long terme, on peut faire quelque chose. On avait notamment fait tout un projet de thèse autour des modifications de comportement alimentaire, d'activité physique, etc., avant et après diagnostic d'un cancer, par exemple, où on avait pu voir justement les évolutions de comportement, d'alimentation, d'activité physique, même d'évolution de poids entre avant et après. Sur les maladies cardiovasculaires, il me semble aussi que ça avait été fait... oui, il me semble il y a quelques années, peut-être 5-6 ans. Maintenant, il y avait un travail qui avait été fait sur ce avant-après maladie cardiovasculaire. Donc il y a des choses qui peuvent être faites, mais il faut que ce soit des choses qui soient relativement soutenues sur un temps un peu plus long, quoi. Moi, j'ai une question juste avant la vôtre, monsieur. Est-ce qu'il y a moyen, dans Nutrinet, de collecter d'autres échantillons biologiques en dehors des selles? Alors, oui. Après, ça dépend quel type d'échantillon et le mode de collecte. Pour les selles, on a fait le choix, par exemple, de faire de la collecte postale. Donc, ça a ses limites en termes de ce qu'on peut faire ensuite avec les échantillons, mais ça permet de faciliter la participation des individus. On a fait aussi, dans le cadre d'un projet, notamment sur l'antibiorésistance, de la collecte de sels fraîches, où on envoyait des coursiers à domicile pour qu'ensuite les échantillons puissent être reçus dans les 2 heures à Paris. Donc là, c'était un protocole un peu plus lourd, donc sur 100 personnes, parce qu'on ne peut pas le faire sur des milliers de personnes. Pour la partie biobanque, ce qui avait été fait à l'époque, c'est vraiment de mettre en place des antennes dans différents centres cliniques, plus de 80 dans toute la France, pour que les personnes puissent se rendre dans les antennes cliniques et effectuer ces différents prélèvements. Ça a évidemment des contraintes logistiques et de coûts très importantes. Donc en fonction des échantillons, du mode de collecte, etc., oui, tout est théoriquement possible si on a l'argent et la logistique qui va derrière, quoi. C'est une question très intéressée. Est-ce que vous avez des informations sur le lieu d'habitation des participants? Et donc, si c'est le cas, est-ce que vous êtes capable de définir un profil alimentaire géographique en fonction de là où on habite? Et est-ce qu'il serait représentatif de celui de la population en général, en fait? Donc on a effectivement les données géographiques, on a le lieu d'habitation des participants, donc on a vraiment la commune, même l'adresse, enfin, on ne l'utilise pas en routine parce qu'évidemment on n'a pas accès à ça en routine, mais on a vraiment jusqu'à l'adresse des participants, donc on peut vraiment faire des études très fines. Il y avait des études qui avaient été faites, il y a tout un travail qui a été fait de géolocalisation avec des travaux autour de l'environnement alimentaire, physique, géographique des participants, tout ce qui est lié au nombre de fast-food dans les environs, enfin ce genre de choses en fait qui ont été partiellement mis en place. Donc on peut faire plein de choses en termes de géographie et de comparaison géographique et nationale. Ouais.
Est-ce qu'on a encore une question? Donc je pense qu'on va clôturer la matinée. Merci beaucoup Merci à Mélanie. tous. Merci à tous.